Si tu n'aimes pas le football, peut-être que ton esprit fonctionne différemment de la plupart. Avez-vous remarqué à quel point le football domine les conversations, les émotions et même la routine de beaucoup de gens? Alors que certaines personnes ne ressentent rien de tout cela? Ce n'est pas un manque d'intérêt terne ou de supériorité, mais quelque chose de bien plus profond, lié à la psychologie de l'attention, de la conscience et à ce qui lie réellement le cerveau humain. Il existe un groupe silencieux d'individus qui ne se connectent pas à ce spectacle collectif, ce qui soulève une question inconfortable. Que se passe-t-il dans l'esprit de ceux qui ne vibrent pas avec ce que la majorité vibre? Peut-être qu'ici, il s'agit moins du jeu que de la connaissance de soi, de la mentalité et de la façon dont chacun construit son propre sens de vie. Dans de nombreux cas, cette distance n'est pas vide, c'est la sélection. L'attention sélective commence à filtrer les stimuli qui ne nourrissent plus la dopamine de manière superficielle, poussant l'individu à des réflexions plus profondes sur le sens, le réalisme et même l'indépendance émotionnelle. C'est comme si le cerveau disait « ça ne me fait plus bouger comme avant ». Et c'est précisément à ce moment que tout devient intéressant. Alors que certains cherchent une excitation immédiate dans le stade ou à l'écran, d'autres commencent à diriger leur énergie vers l'évolution personnelle, se demandant ce qui compte vraiment, ce qui se construit et ce qui ne fait que distraire. Mais cette différence est-elle une forme de clarté? Ou juste une autre forme d'isolement mental? Beaucoup de gens trouvent étrange que quelqu'un ne se soucie tout simplement pas du football, comme si c'était un échec social. Mais du point de vue de la psychologie, cela peut en dire plus sur la concentration intérieure que sur le goût. La conscience de cette personne est généralement moins centrée sur le stimulus collectif que sur ce qui se passe en elle. Et cela change déjà complètement la façon dont elle organise l'attention, l'énergie et même la mentalité elle-même. Dans de nombreux cas, ce n'est pas un rejet du sport, mais une attention sélective plus raffinée. Le cerveau ne récompense, tout simplement pas le spectacle avec autant de dopamine que d'autres activités plus significatives. C'est là que la connaissance de soi intervient, car la personne commence à réaliser ce qui l'entoure vraiment. Et cela crée un filtre naturel entre ce qui est divertissement et ce qui est une construction personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que cette différence n'est pas socialement neutre. Alors que beaucoup vivent le rituel du football comme une connexion, d'autres cherchent le sens dans des chemins plus internes. Et ce choix, conscient ou non, façonne une sorte d'indépendance émotionnelle silencieuse. Mais est-ce juste une question de préférence? Ou le début d'un changement plus profond dans notre vision du monde? Il y a un point curieux où le plaisir collectif entre en conflit avec la conscience individuelle. Dans le cas du football, cela est encore plus évident, car c'est une émotion partagée en masse. Mais tous les cerveaux ne réagissent pas de la même manière à la même dose de stimulus et de dopamine. Et c'est là qu'un certain malaise silencieux naît chez ceux qui observent tout de l'extérieur. Alors que le groupe se connecte en criant, en gagnant ou en perdant, un autre type d'esprit commence à s'interroger sur le sens de tout cela. La psychologie montre que participer ne signifie pas toujours une véritable connexion, parfois, ce n'est qu'une habitude sociale. L'attention sélective commence à filtrer ce qui semble répétitif, prévisible ou émotionnellement vide. Et ce n'est pas de la froideur, c'est juste une autre façon d'organiser l'expérience du monde. Ce conflit intérieur crée un espace intéressant de réflexion sur la connaissance de soi et l'identité. La personne commence à réaliser qu'elle n'a pas besoin de vibrer avec le collectif pour ressentir une appartenance intérieure. Cela ouvre la voie à une indépendance émotionnelle plus solide, fondée sur ses propres choix. Mais dans quelle mesure cette autonomie est-elle la liberté? Et quand est-ce que ça commence à se transformer en sevrage? À un moment donné, un type de personne émerge et commence à regarder plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Dans le contexte de la psychologie, il ne s'agit pas d'isolement, mais d'une réorganisation de la conscience. Le football, avec toute son énergie collective, cesse tout simplement d'être une priorité dans l'attention de cet esprit. Et cela ouvre la place à une plongée plus profonde dans la connaissance quotidienne de soi. Ce penseur ne fuit pas nécessairement le monde, il filtre mieux ce qui consomme de l'énergie mentale. L'attention sélective agit ici comme une sorte de conservation de la vie elle-même. Ce qui ne génère pas d'apprentissage, de croissance ou de sens commence naturellement à perdre de sa pertinence. Et cela affecte directement la mentalité, qui devient plus observatrice et moins réactive. Avec le temps, cette posture crée une relation différente entre le plaisir et la stimulation. La dopamine n'est plus recherchée dans les explosions externes et commence à se constituer dans des processus internes. Des livres comme The Power of Habit,
de Charles Duhigg, au Mindset, de Carol Dweck aide à comprendre cela en pratique. Mais est-ce que cette concentration intérieure renforce la personne? Ou bien cela l'éloigne-t-il du monde dans lequel elle doit encore vivre? L'indépendance émotionnelle commence à apparaître lorsque la personne ne dépend plus autant de ce que ressent le groupe pour valider ce qu'elle ressent. En psychologie, cela est lié à un changement profond de la conscience, où le regard cesse d'être externe et devient interne. Le football, dans ce scénario, devient juste un stimulus de plus parmi tant d'autres, pas quelque chose qui définit l'appartenance ou la valeur personnelle. Et cela renforce naturellement le chemin de la connaissance de soi, car cela réduit le bruit émotionnel inutile. Ce qui est intéressant, c'est que cette indépendance ne naît pas d'une rupture brutale, mais de petites perceptions accumulées au fil du temps. L'attention sélective commence à mieux choisir ce qui mérite de l'énergie, et ce qui ne consomme que la dopamine sans réel retour. Dans ce processus, la personne réalise qu'elle n'a pas besoin de tout suivre pour se sentir partie de quelque chose de plus grand. Et cela change sa façon de gérer sa propre mentalité devant le monde. Ainsi, le développement personnel devient une priorité silencieuse, presque invisible aux autres. Des livres comme Essentialisme, de Greg McKeown, aident à comprendre cette logique de moins de bruit et de concentration accrue. La quête du sens n'est plus dans le collectif et commence à se consolider dans des projets personnels. Mais quand cette autonomie devient trop importante, est-ce que cela se connecte encore à la vie partagée? À un moment donné du voyage, l'observateur apparaît, qui n'est plus facilement charmé par ce que tout le monde célèbre. Du point de vue de la psychologie, il ne s'agit pas simplement d'un désintérêt, mais d'un changement de conscience face aux stimuli répétitifs. Le football, qui auparavant pouvait être considéré comme une passion collective, semble désormais être un grand spectacle prévisible pour cet esprit. Et cela modifie profondément la manière dont la mentalité interprète le divertissement moderne. Cet observateur ne se sent pas forcément mieux, il voit simplement avec plus de distance émotionnelle. L'attention sélective commence à mettre en lumière des schémas, émotions répétées, récits similaires, et accès de dopamine très prévisibles. Ce qui semblait autrefois captivant peut aujourd'hui ressembler à quelque chose de trop automatisé pour générer un vrai sens. Et ce processus nourrit encore davantage la connaissance de soi, même lorsqu'elle est inconfortable. Avec le temps, cette désillusion ne vient pas du jeu lui-même, mais de l'excès d'abandon émotionnel face au spectacle. La personne commence à rechercher des expériences plus proches de la croissance et de l'évolution personnelle, et non seulement de la consommation passive. Des livres comme The Society of the Spectacle, de Guy Debord, aident à comprendre cette critique du divertissement moderne. Mais cette distance apporte-t-elle de la clarté? Ou simplement une nouvelle forme de solitude consciente? À un certain niveau de réflexion, le football cesse d'être un simple sport et commence à être perçu comme un grand mécanisme d'attention collective. En psychologie, cela se connecte directement à la manière dont les groupes humains partagent les stimuli et distribuent la dopamine dans les expériences collectives. Pour ceux qui développent davantage de conscience, la prise de conscience de la quantité de temps et d'énergie émotionnelle investie dans tout cela commence à émerger. Et cela change la façon dont la mentalité interprète ce qui est loisir et ce qui est distraction. Cette vision n'est non pas de l'arrogance, mais d'un changement progressif dans l'attention sélective. Le cerveau commence à remettre en question la véritable valeur de certains stimuli répétitifs et très émotionnels. Ce qui suscitait autrefois de l'enthousiasme peut aujourd'hui sembler être un cycle prévisible de victoires, de défaites et de récits. Et ce processus renforce encore la connaissance de soi, car il force la personne à se positionner intérieurement. Ainsi, une séparation subtile s'installe entre ceux qui consomment le spectacle et ceux qui commencent à observer le système qui le sous-tend. La quête du sens passe du collectif à l'individu, presque comme une réorganisation interne des priorités. Des livres comme Fast and Slow, de Daniel Kahneman aident à comprendre comment le cerveau réagit aux stimuli émotionnels et sociaux. Mais voir le football comme une distraction est-il un signe de clarté? Ou simplement une nouvelle perspective d'interprétation du monde? Quand le football cesse d'occuper de l'espace émotionnel, quelque chose d'intéressant se produit. L'énergie mentale ne disparaît pas, elle change simplement de direction. En psychologie, cela est lié au principe selon lequel l'attention et la récompense de la dopamine cherchent toujours de nouveaux focus. La conscience commence à identifier d'autres stimuli qui suscitent plus de curiosité, de défis ou de véritable croissance. Et cela modifie profondément la mentalité, qui commence à s'étendre dans de nouvelles directions. Cette redirection n'est pas automatique,
elle se construit par la connaissance de soi et l'expérimentation. L'attention sélective commence à favoriser des activités telles que la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou des projets personnels. Des livres comme Outlier, de Malcolm Gladwell ou Atomic Habits, de James Clear intègrent généralement ce nouveau répertoire. Et petit à petit, le plaisir cesse d'être passif et commence à être actif, basé sur la construction. Avec le temps, ce changement crée un sentiment différent de satisfaction, moins explosif mais plus durable. L'individu comprend que le sens ne réside pas seulement dans ce qu'il consomme, mais aussi dans ce qu'il construit au quotidien. Cette transition renforce l'évolution personnelle, car elle déplace l'attention du divertissement vers la création. Mais est-ce que l'échange d'une passion collective pour les intérêts individuels apporte vraiment plus de liberté? Ou simplement un autre type de concentration intense? À un certain moment du parcours, la curiosité intellectuelle cesse d'être superficielle et commence à guider les choix quotidiens. En psychologie, cela se produit lorsque la conscience commence à chercher des schémas plus profonds derrière des choses simples. Le football, qui auparavant pouvait occuper de l'espace émotionnel, perd de la force face au besoin de comprendre le monde plus en profondeur. Et cela change complètement la mentalité, qui commence à être guidée par des questions, pas seulement par le divertissement. Cette phase est marquée par une agitation saine, presque comme si l'esprit se demandait toujours « pourquoi ?». L'attention sélective commence à privilégier le contenu qui augmente la connaissance de soi, la réflexion et l'expansion de la vision. Des livres comme « Sapiens » de Yuval Noah Harari ou « Le monde hanté par les démons » de Carl Sagan entrent naturellement dans ce processus. Et la dopamine cesse de venir de la stimulation rapide et commence à venir de la découverte et de la compréhension. Ainsi, la recherche du sens devient plus importante que toute validation extérieure. La personne commence à réaliser que comprendre le monde est aussi une façon de se comprendre soi-même. Cela renforce l'évolution personnelle, car elle transforme la curiosité en un outil de construction intérieure. Mais cette quête constante de sens rapproche-t-elle l'esprit de la vérité? Ou est-ce que cela l'enlève à la vie simple? À un moment donné, l'esprit devient plus critique envers ce qui semble exagéré ou artificiel, et le profil du réaliste honnête naît. En psychologie, cela se rapporte à une augmentation de la conscience des récits émotionnels et de la manière dont ils façonnent les perceptions collectives. Le football, dans ce contexte, peut être vu non pas comme un problème, mais comme faisant partie d'un système d'illusions émotionnelles partagées. Et cela influence directement la mentalité, qui commence à chercher plus de cohérence qu'une émotion immédiate. Ce réalisme n'est pas de la froideur, c'est juste une façon plus filtrée de voir le monde. L'attention sélective commence à rejeter les exagérations et à accorder de l'importance à des informations plus directes, pratiques et vérifiables. Le cerveau cesse de chercher autant de dopamine à ses sommets émotionnels et commence à préférer la stabilité cognitive. Et cela renforce la connaissance de soi, car cela réduit les distractions émotionnelles inutiles. Avec le temps, cette posture crée une forme d'honnêteté intérieure difficile à ignorer. La quête du sens ne repose plus sur des récits prêts à l'emploi et commence à être construite individuellement. Des livres comme Antifragile, de Nassim Taleb aident à comprendre cette relation avec la réalité, l'incertitude et l'adaptation. Mais rejeter les illusions rapproche-t-il une personne de la vérité? Ou est-ce que cela rend simplement cela plus éloigné de l'expérience collective? À un moment donné, la personne commence à voir une division claire entre consommer le monde et construire quelque chose en son sein. En psychologie, cela se connecte à la manière dont la conscience organise les priorités entre le plaisir immédiat et le but à long terme. Le football, comme tout autre divertissement, entre dans cet équilibre comme quelque chose qui peut prendre du temps ou simplement traverser la vie sans impact profond. Et cela influence directement la mentalité, qui commence à se demander où se trouve réellement la valeur du temps vécu. Vivre pour le divertissement n'est pas une erreur, mais cela tend à être plus réactif qu'intentionnel. L'attention sélective dans cet état est guidée par des stimuli externes, et la dopamine provient de récompenses rapides et répétées. Vivre pour construire nécessite une pause, une direction et une quête constante de la connaissance de soi. Et cette différence change complètement la façon dont l'individu perçoit le sens dans ses propres choix. Avec le temps, la construction personnelle devient plus satisfaisante que toute distraction passagère. La personne réalise que l'évolution personnelle vient de ce qu'elle crée, apprend et maintient au fil du temps. Des livres comme The Only Thing, de Gary Keller renforcent cette idée d'une focalisation profonde sur la construction réelle.
Mais est-ce que ce tournant est définitif? Ou y a-t-il un équilibre possible entre divertissement et construction? À un certain moment de la vie, le regard extérieur commence à perdre sa force, et la personne commence à se demander pourquoi il avait tant de sens de chercher l'approbation des autres. En psychologie, cela est lié à la maturation de la conscience, lorsque l'individu commence à séparer l'identité personnelle de la validation sociale. Le football, en tant qu'exemple de phénomène collectif, cesse d'être une référence d'appartenance et devient simplement un élément culturel de plus. Cela réorganise l'état d'esprit, qui commence à privilégier la cohérence interne plutôt que l'acceptation extérieure. Ce changement ne survient pas soudainement, mais par de petites pauses avec des schémas sociaux automatiques. L'attention sélective commence à ignorer les comparaisons constantes et à se concentrer davantage sur son propre chemin de connaissance de soi. La dopamine ne vient plus de l'approbation du groupe, mais du sentiment d'être aligné avec quelque chose de plus grand et de plus personnel. Et cela rend le sens de la vie moins dépendant de ce que pensent les autres. Avec le temps, purpose devient plus important que n'importe quel applaudissement passager. La personne comprend que l'évolution personnelle nécessite des choix qui ne sont pas toujours compris par le collectif. Des livres comme Start with Why de Simon Sinek aident à comprendre cette transition entre vivre par validation et vivre selon la direction. Mais chercher un but liberté-il vraiment? Ou est-ce que cela change simplement le type de pression que nous ressentons? À un moment plus profond du parcours, ce que beaucoup appellent l'éveil surgit. Un état dans lequel la personne commence à voir sa propre vie plus clairement et de manière plus responsable. En psychologie, cela est lié à l'augmentation de la conscience, lorsque l'individu cesse de réagir automatiquement au monde et commence à observer ses propres schémas mentaux. Le football, comme d'autres distractions collectives, cesse d'être le centre de l'expérience et ne prend qu'un espace secondaire dans la routine émotionnelle. Et cela redéfinit complètement la mentalité, qui cherche désormais une direction, pas seulement un stimulus. Cet éveil n'est pas quelque chose de mystique, mais une réorganisation interne fondée sur la connaissance de soi et l'observation constante de soi. L'attention sélective commence à choisir plus soigneusement où placer son énergie, évitant ainsi de gaspiller des stimuli qui ne contribuent pas à l'évolution personnelle. La dopamine cesse d'être esclave de la distraction et commence à répondre à un véritable progrès, une constance et un sens réel. Et cela change la façon dont une personne se rapporte à son propre temps. Avec ce changement, l'individu réalise qu'il ne vit pas seulement une histoire déjà faite, mais qu'il écrit chaque chapitre à travers ses propres choix. Le but n'est plus quelque chose d'extérieur et commence à se construire au quotidien, par de petites décisions constantes. Des livres comme L'homme à la recherche du sens, de Viktor Frankl aident à comprendre comment la souffrance, le choix et le sens sont profondément liés. Mais est-ce que cet éveil est un point d'arrivée? Ou juste le début d'une responsabilité encore plus grande pour sa propre existence? Après avoir examiné tout cela de plus près, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir qui regarde ou ne regarde pas le football, mais comment chacun organise sa propre conscience devant le monde. Vis-tu guidé par des choix conscients, par la connaissance de soi et par ta propre mentalité, ou simplement réagir à ce que l'environnement offre en échange d'une dopamine immédiate? Quand on commence à regarder la vie sous cet angle, tout change de place. Le divertissement continue d'exister, bien sûr, mais ce n'est plus le centre et ne devient qu'une partie du chemin. La recherche du sens, du but et de l'évolution personnelle commence à gagner plus de place que le besoin d'approbation ou d'appartenance automatique. Et cela soulève une autre question. Qu'avez-vous construit en consommant le monde? Au final, il n'y a pas de réponse unique. Il y a un choix quotidien. Il y a votre attention sélective qui décide où mettre votre énergie, votre indépendance émotionnelle mise à l'épreuve dans les petites décisions, et votre histoire qui est écrite sans pause. Et maintenant, je vous demande directement, que comptez-vous faire de votre propre conscience à partir d'aujourd'hui? Tu veux bien continuer à regarder la vie? Ou allez-vous commencer à en construire vous-même? Si ce contenu vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici l'idée est précisément la suivante. Provoquer la réflexion, éveiller la conscience et évoluer ensemble dans chaque vidéo.